Chahut Média. Jour 2, arrivé au camp d'Azraq. Quand on arrive à Azraq, on se dit qu'aucun humain ne ferait volontairement le choix de s'installer ici, en plein milieu du désert jordanien, à 2 heures de route d'Amman. Autour, rien, pas de ligne d'horizon. Et pas d'autre couleur que celle du sable qui délave la toile des containers où vivent les réfugiés. À Azraq, fondé en 2014, ils sont environ 40 000 exilés syriens et syriennes, répartis en 5 secteurs, ou bien villages, comme on dit ici. Et partout, dans cet endroit, l'existence est comme suspendue. I called Jamila 20 minutes ago. I sent her a message, so she's coming. Yeah, exactly. Octobre 2023. On s'est rendu à Azraq à l'invitation de InZone, un programme de l'Université de Genève qui permet à l'enseignement supérieur de franchir les portes des camps de réfugiés. Là, en compagnie d'une douzaine de jeunes Syriennes et Syriens, Chahut Média a créé Voices of Azraq, une collection podcast, la première du genre, où ces jeunes disent leur soif de liberté et leurs espoirs. My name is Marwa. I want to meet people who would achieve their goal. Hi there, I'm Maysoon and my partner Betul. Hello. This is our podcast to talk about life in the camp. De retour en Europe, le cœur en miettes, on a voulu poursuivre la collection avec ces jeunes. Rien n'a été possible. Les former depuis Genève comme reporters, afin de rapporter d'autres paroles d'Azraq. Non, répondaient les autorités du camp, sans plus d'explications. Leur enseigner à distance la production de podcasts ? Pas moyen non plus, quand le hub où se déroulent ces formations avait été bouclé par suite de vols de matériel. Alors retourner à Azraq fin 2024, afin de poursuivre cette collaboration comme on l'avait finalement décidé ? Impossible une nouvelle fois, du fait de l'instabilité géopolitique dans la région, puis d'un événement que nul n'imaginait. La ville de Damas a été libérée. Le régime du tyran Bachar al-Assad a été renversé. Pourtant, on a voulu raconter Azraq, ce que c'est qu'un camp comme Azraq. Et puisqu'un camp de réfugiés, ici en Jordanie ou bien ailleurs, au Liban, en Turquie ou en Europe, a à nous dire de l'action humanitaire, de la façon qu'a l'Ouest de penser le secours de populations menacées, mais aussi ce qu'il nous enseigne sur ces populations en détresse. Alors on s'est tourné vers un ami, David Erodogno, professeur d'histoire et de politique internationale au Graduate Institute, ici à Genève. David est un expert de l'histoire de l'humanitaire. C'est lui qui nous a guidés dans l'élaboration de ce programme et lui aussi qui en a choisi les invités. Réparer le monde, humanitaire, doutes et défis. Une série documentaire podcast Chahut Média, premier épisode, construire un camp. Je m'appelle Thierry Guéliat et je suis le directeur opérationnel d'InZone. Azraq a été construit parce que Zaatari était vraiment saturé. C'est à peu près le double d'Azraq, c'est à peu près 80 000 réfugiés. C'est organisé par village. Il y a 5 villages, en fait, 4 villages qui sont des villages classiques, on va dire, et un 5e qui est fermé, dans lequel il y a probablement des familles de djihadistes. Et puis après, très rapidement, c'était là où on mettait tous ceux qui arrivaient en trop. Donc. Hey, how are you? I'm Abdallah. Abdallah, you're welcome. You're welcome. Good to see you. J'ai été pour la première fois, après 1 an en poste, à Azraq quand ils ont réouvert, en fait. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le fait que c'est un camp, à l'époque, il est un tout petit peu moins aujourd'hui, mais qui était totalement clos, cerné d'une enceinte, avec des grillages et un contrôle de l'armée. Donc là, on est en plein désert. Donc il y a un côté concentrationnaire dans cet espace-là, qu'on ne trouve pas nécessairement dans tous les camps de réfugiés. Un camp de réfugiés, par définition, ça doit être un espace temporaire.
C'est comme ça que ça a été pensé, hein, parce qu'a priori, selon les conventions de Genève, personne réfugiée, une fois qu'elle a demandé l'asile, elle doit obtenir l'asile dans le pays d'accueil, qui peut être transit ou de destination, hein, parce que les gens ne restent pas forcément en Jordanie, hein, ils continuent leur trajectoire. Et le camp, il est là un peu de manière temporaire, quoi, voilà. Et les autorités veulent surtout qu'il reste temporaire. Donc elles font tout pour que, par exemple, on ne construise pas en dur. Vous avez vu qu'à Azraq, tous les bâtiments, ce sont des sortes de containers en métal, qui sont d'époque, hein, donc 2014. Le jour où ils construiront en dur, ça voudra dire qu'il y aura une volonté politique d'installation, d'intégration. Là, on est rentré dans le camp. Ce qu'on voit, c'est les maisons préfabriquées. Des centaines. En fait, à perte de vue, et certaines d'entre elles sont plus ou moins aménagées de manière à ce qu'elles soient agréables, personnalisées. Il y a des petits jardins, certains murs repeints. Au milieu du camp, on distingue une mosquée avec un minaret qui pointe. On voit des maisons aussi qui ont été entièrement repeintes avec des fresques. Alors, je m'appelle Antonio Donini, je suis italien. J'ai travaillé essentiellement aux Nations Unies pendant 25 ans. J'ai été basé à Boston au Feinstein International Center à Tufts University, qui a toute une série de programmes sur l'humanitaire. Et j'ai fait de la recherche en Afghanistan, au Népal, dans d'autres pays aussi, essentiellement pour comprendre comment le système humanitaire était en train de changer et surtout comment il était perçu par des personnes que le système veut aider. Les domaines de spécialité d'Antonio Donini, les questions relatives à l'humanitarisme, à l'avenir de l'action humanitaire et à la migration. En 2009, il publiait avec le Feinstein International Center une étude sur la perception de l'aide humanitaire par les populations secourues. Comment les humanitaires étaient-ils perçus sur le terrain et pourquoi ? Il y a camps et camps. Il y a des camps qui sont dans la gamme des situations entre le camp de concentration et la liberté totale. Il y a beaucoup de situations intermédiaires. Il y a des camps qui sont fermés sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge pendant la fin des années 80 jusqu'à la chute du régime de Pol Pot. Les gens ne pouvaient pas en sortir et c'était même pas des réfugiés sur le plan légal parce que les Thaïs ne voulaient pas qu'on les appelle des réfugiés. Il y avait des agences de l'ONU et des ONG qui travaillaient à l'intérieur des camps, mais ils sortaient le soir. Il y a à l'extrême des camps où on ne sait pas que c'est des camps. Les camps au Liban, il y avait des camps comme Sabra et Shatila où la distinction entre réfugiés et non-réfugiés était claire. Mais il y en a beaucoup d'autres où les réfugiés sont éparpillés chez des parents, dans la ville, à différents endroits. On a des camps en Europe. En Grèce, sur l'île de Lesbos, il y avait un camp qui avait une très très mauvaise réputation, Moria, où c'était essentiellement un camp fermé. Le camp a brûlé plusieurs fois parce que les gens, ils n'en pouvaient plus à l'intérieur. Donc il y a des camps où, comme dirait Agamben, philosophe italien, où c'est la vie nue, la nuda vita, c'est-à-dire où les gens n'ont plus, à part leur fonction biologique, de capacité d'action indépendante. On est coincé dans un camp, on est sous la souveraineté d'une autorité extérieure, parfois de l'autorité extérieure plus le HCR, et notre destin est un destin où on n'a aucun droit. Et dans ces camps fermés, les gens sont déprimés aussi. Il y a toutes sortes de problèmes de santé mentale. Mais aussi parce que le camp aussi fixe, si vous voulez, l'identité. On ne fait plus partie d'un État parce qu'on est dans un autre État. On n'a plus de citoyenneté. On est dans un État de non-État, stateless. Azraq, octobre 2023, rencontre avec Baha. Your question was, how is life in the Azraq camp? Yeah, it is like just
to being safe. There's nothing to do here, basically in Azraq camp. Just eat, drink, sleep. That's all you can do here. You cannot proceed or progress in your life to have any improvements. I believe we are facing a lot of lack of opportunities here in terms of employment, in terms in education opportunities. David, et quand tu entends réfugié, le mot réfugié, pour toi, qu'est-ce qu'il convoque? Qu'est-ce qu'il renferme, ce terme? Il convoque des êtres humains qui sont en très grande difficulté, qui ont probablement tout perdu et qui ont dû quitter leur maison. Ça serait home en anglais. Donc c'est beaucoup plus que les 4 murs qui font ta maison, mais c'est leur vie. David Rodogno, professeur d'histoire et de politique internationale au Graduate Institute Genève. Donc c'est leur famille, leurs amis, et c'est des personnes qui sont aussi persécutées, donc qui sont forcées de quitter l'endroit où ils ont grandi, où ils ont vécu. Il peut y avoir des tas de raisons différentes. Les académiques aiment beaucoup distinguer des raisons qui sonnent très bien sur papier, mais qui sont en réalité beaucoup plus mélangées que ceci, c'est-à-dire des catastrophes naturelles qui ne sont jamais que naturelles parce que l'homme est systématiquement derrière et donc qui sont forcés de quitter l'environnement où ils vivaient parce qu'il n'est plus habitable. Donc ça, c'est toute une série de personnes et qui deviennent aux yeux du droit international des réfugiés. Et puis, il y a toute la catégorie des personnes qui sont persécutées pour des raisons qui peuvent être à la fois politiques, ethniques, religieuses, etc. Mais là, elles sont vraiment forcées de quitter parce que si elles ne quittent pas, elles meurent ou risquent de mourir. Et donc, il y a une différence fondamentale entre le réfugié et le migrant. Le réfugié est forcé, parce que sa vie en dépend, le migrant court des risques, bien évidemment, de ne pas avoir du travail et donc peut-être de mourir de faim, mais choisit de partir. Donc ils sont, à t'entendre, ils sont condamnés à errer dans une espèce de no man's land, oui. De situation ou de précarité absolue. Ce qu'il nous enseigne, David Rodogno, c'est que l'histoire des camps de réfugiés est liée aux guerres coloniales où les camps servaient au contrôle des populations civiles déplacées. Initialement temporaires, ces camps se sont progressivement institutionnalisés. Ils répondent à des normes internationales qui facilitent la logistique, l'hygiène et la sécurité. Leur gestion repose sur des compétences militaires et technologiques, notamment pour organiser l'espace et répondre aux besoins de base. Enfin, ces lieux jouent aussi un rôle social, offrant un point de ralliement aux réfugiés en déplacement. Donc, Salvatore Lombardo, un peu plus de 30 ans dans les Nations Unies, toujours avec les réfugiés, très bon parti avec l'OHCR, avec lequel j'ai conclu ma carrière, et une autre partie assez importante avec l'UNRWA, que c'est l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Il ne faut pas oublier qu'une des obsessions de toute cette histoire, c'est la sécurité de l'État et la perception que les gens qui arrivent dans un autre État, c'est des ennemis. Et donc, il faut les fermer en pensant que ça va régler le problème. Et c'est l'histoire des camps de réfugiés pendant 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, on est plus ou moins autour des 75-80% de la population réfugiée. Donc, on parle de 36 millions. Deuxièmement, la grande majorité de ces gens sont dans des pays de capacité moyenne ou petite. Donc, là aussi, c'est important de dire que la grande majorité des gens ne vit pas dans des pays riches, mais dans des pays pauvres. Et pour rendre la situation encore plus compliquée, ils sont aussi dans des situations où une très grande partie de la population locale fait face à des situations de pauvreté graves. Par exemple, la Somalie, ou le Kenya, ou le Tchad. Voilà, le Tchad. Ouais, tous les pays qui sont concernés par la crise, soudanaise.
Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec une vision des camps qui est somme toute assez différente, des endroits où on met des gens pour une période au début provisoire qui devient finalement indéterminée. Et ça arrange un peu tout le monde. Il y a comme une gêne, quelque chose de très embarrassant dans cette idée que les gens sont parqués peut-être pour toujours et on fait avec. D'un certain côté, cette doctrine a changé. Je me suis retrouvé dans les dernières années dans des situations dans lesquelles le gouvernement insistait d'avoir un camp pour de nouvelles situations. Et on s'est opposé à ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de prise de conscience que laisser les gens dans cette situation, ce n'est pas une bonne solution. Donc, on parle de tout le reste, que c'est malheureusement la grande majorité des réfugiés. Donc, c'est vrai, pour tout le monde va bien parce qu'il rentre dans le groupe des crises oubliées. Et donc, parce qu'il n'y a plus de volonté de résoudre à la fin ce genre de problèmes. Alors, comment casser cet équilibre dans l'absence d'une solution politique? Parce que bon, il ne faut pas oublier qu'on n'arrive pas à résoudre la situation de ces gens parce qu'il n'y a pas de solution à leurs problèmes de base. Azraq, octobre 2023, rencontre avec Bahija, Baha et Yasser. Our life is so hard here in the camp. There are many difficulties we suffer from every day, but we can deal with it because we stay in the camp for 8 years. It's been 9 years here, and still everything is temporary. But the children are becoming a man. Yep. And like everybody grows, like the community still as it is from day one. There's more improvements, but yeah, it's still a temporary place with the temporary services. Yeah, I mean, you mean it's a temporary place, but it doesn't sound like that. I'm Nora. I just finished my master's at the Geneva Graduate Institute. Je m'appelle Nora. Je viens de terminer mon master à l'Institut universitaire de hautes études de Genève, en études du développement international, avec un accent sur l'humanitarisme et les droits de l'homme, et plus particulièrement sur la question des réfugiés. En 2024, Nora Dieteln publie un mémoire de maîtrise consacré à la participation des réfugiés dans les programmes humanitaires en se basant justement sur l'exemple du camp d'Azraq dans lequel elle aussi s'est rendue. On lit son mémoire, on est impressionné, alors on appelle Nora qui à ce moment-là est en stage au sein d'une ONG basée à Nairobi, au Kenya. The more you get into this topic, the more you understand how complex it is. Plus on avance dans ce sujet, plus on comprend à quel point il est complexe. Je pense que le fait qu'il y ait aujourd'hui tant de camps de réfugiés sans projet d'avenir montre surtout l'échec du système actuel de protection des réfugiés. Il montre également que les États sont en quelque sorte autorisés à se soustraire à leurs responsabilités de protéger les personnes ayant besoin d'un refuge. Cela comprend deux arguments, ou deux aspects principaux. Le premier est le régime d'asile. Le nombre extrêmement faible de demandeurs d'asile par rapport au nombre total de personnes déplacées montre que le système n'atteint pas son objectif. Ici des chiffres. En 2023, il y avait environ 110 millions de personnes déplacées de force, mais seulement 6,1 millions de demandeurs d'asile, ce qui correspond à moins de 6% de toutes les personnes déplacées. Betts et d'autres auteurs affirment que de nombreux pays d'Europe et d'Amérique du Nord ont cherché à minimiser leurs obligations en matière d'asile. Ainsi, étant donné qu'en vertu de la Convention sur les réfugiés, un État n'est tenu d'offrir une protection qu'aux personnes entrant sur son territoire, les pays ont trouvé des moyens de contrôler l'accès au territoire. Par exemple, par le contrôle des visas et le déploiement de gardes-frontières. Ils restreignent ainsi les mouvements réguliers des personnes qui cherchent à fuir. Les réfugiés qui ne peuvent pas fuir ou qui choisissent de ne pas le faire pour diverses raisons, notamment des raisons de sécurité, se retrouvent souvent piégés dans des camps de réfugiés. Autre option, ce que l'on appelle les solutions durables pour les réfugiés. Ces solutions incluent le rapatriement volontaire, la réinstallation dans un pays tiers et l'intégration locale. Cependant, ces options restent inaccessibles à la majorité des réfugiés vivant en camp,
En effet, les conflits et l'instabilité freinent le rapatriement, tandis que la réinstallation concerne moins de 1% des réfugiés à l'échelle mondiale. Cette situation reflète un manque de volonté politique et de partage des responsabilités entre les États, en particulier les pays les plus riches. Les réfugiés eux-mêmes préfèrent souvent l'intégration locale, car ils ne sont généralement pas disposés à les intégrer pleinement pour des raisons politiques, sociales et économiques. C'est le cas par exemple en Jordanie, où le gouvernement estime que s'il accepte tous les réfugiés et leur accorde des droits, la population locale aura moins de chances sur le marché du travail et l'économie en souffrira. Résultat, on préfère les garder à part. Ainsi, bien que présentés comme temporaires, les camps de réfugiés accueillent des résidents pour des années, voire des décennies. Et les États présentent ces lieux comme des solutions d'urgence, ce qui permet de justifier la suspension de droits fondamentaux. En réalité, ces camps, devenus des villes semi-permanentes, servent d'outils d'endiguement indéfinis. Nora, dit-elle. Cela m'amène à mon dernier argument, à savoir que les camps de réfugiés ont une incidence considérable sur la situation humanitaire de leurs résidents. Les réfugiés vivant dans des camps de réfugiés n'ont souvent pas le droit de travailler ni d'accéder aux centres économiques, aux opportunités et aux infrastructures. Cela les rend par défaut dépendants de l'aide humanitaire. Et en même temps, cette assistance diminue au fil du temps, alors que les cris sont de plus en plus oubliés. De plus, l'absence de droits politiques et socio-économiques des résidents des camps est l'une des principales contraintes des approches humanitaires localisées et participatives. En effet, ils n'ont généralement pas le droit de fonder et de diriger des organisations sociales, économiques ou politiques. Ils ne peuvent pas être officiellement employés comme travailleurs humanitaires. Pas de droit, non-droit, absence de droit. Vous avez bien écouté Nora. Selon elle, un réfugié vivant dans un camp est rendu inutilement dépendant. Pourtant, au cours des dernières années, on a assisté à une demande de plus en plus forte de participation des réfugiés quant aux décisions qui les concernent. Problème, leur participation à l'action humanitaire et aux décisions qui touchent leur quotidien demeure limitée. À cela se rajoutent des procédures standards qui manquent de flexibilité et des mesures juridiques qui empêchent les réfugiés d'accéder à l'autonomie ou de participer à des projets durables. Moi, je trouve que ce qui est au début, c'est le fait qu'au début de la crise, vous allez mettre des moyens qui ne sont pas seulement des moyens humanitaires. Salvatore Lombardo. Donc, par exemple, moi, je trouve que c'est que la Banque mondiale, c'est le début de tout ça qui est en train de faire au Tchad, où vous avez 1 million de réfugiés qui arrivent dans un endroit où il n'y a absolument rien. Mais rien. Alors, la Banque mondiale est intervenue avec grands moyens, plus importants que l'humanitaire. Il touche des secteurs dans lesquels l'humanitaire, il lui faut 40 ans pour y entrer, comme la santé, l'éducation, l'infrastructure, etc., etc. Et ils le font pour tous. Alors, peut-être que si vous avez une approche comme ça, au début, dans laquelle, du début, vous n'allez pas cette idée que vous avez bien décrite de les boxer quelque part, d'attendre cyniquement qu'un peu de temps passe et après on se débarrasse d'eux. Si on fait ça au début différemment, peut-être, on pourrait voir des situations différentes de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Avant les 7 et 8 décembre 2024 et la chute du régime de Bachar al-Assad, il n'existait que 3 grands scénarios pour Azraq. Le premier, le camp servait à accueillir d'autres populations déplacées par de futures crises, comme celle du Liban. Le deuxième, le camp cessait d'accepter de nouveaux résidents et la population quittait Azraq progressivement
pour s'intégrer dans une vie civile en Jordanie ou à l'étranger, certains même via des programmes de réinstallation dans des pays comme la Nouvelle-Zélande ou bien le Canada. Une solution qui implique d'immenses défis, notamment un accès au marché du travail élargi pour les réfugiés. Et on a vu que c'était compliqué. Troisième scénario, une transformation du camp en ville pérenne, à l'exemple de Kakuma au Kenya et ses 200 000 habitants. Mais à présent que Bachar el-Assad est tombé, quel sera l'avenir d'Azraq ? Les exilés syriens peuvent bien vouloir rentrer chez eux. Ce chez eux existe-t-il encore ? Au fil des années, par un coup du sort, Azraq sera finalement devenu leur maison. Réparer le monde. Humanitaire, doutes et défis. Une série documentaire podcast Chahut Média, conçue en collaboration avec David Rodogno.